particules qui ne ressemblent à rien de ce que l'on connaît et que des milliards d'entre elles nous traversent à chaque seconde. Avant d'avoir découvert la matière noire, les savants pensaient que l'univers n'était fait que de protons, de neutrons et d'électrons, les éléments qui constituent tout ce qui existe sur Terre. Nous savons qu'il y a une masse, et nous voilà avec quelque chose que nous n'avons pas encore détecté. Mais le candidat idéal pour former la matière noire doit avoir certaines propriétés physiques qu'aucun des précédents suspects ne possédait. Nous savons que la matière noire est une substance assez lourde. Nous savons qu'elle ne bouge pas très vite et que nous ne pouvons pas la voir. Les particules de matière noire ne se déplacent pas à la vitesse de la lumière et elles n'entrent pas vraiment en interaction avec vous ou moi, ni avec quoi que ce soit. C'est pour cela qu'il est tellement difficile de les localiser. Elles n'entrent pas en interaction avec la matière ordinaire, sauf à travers la gravitation. Si j'avais de la matière noire dans la main, elle aurait un certain poids, mais avant tout, elle se dissoudrait à travers mes doigts. Rien de ce que nous connaissons dans le domaine de la physique des particules ne peut correspondre à la matière noire. Comme un homme invisible traverse les murs, des milliards de particules de matière noire traversent la Terre au même moment sans jamais entrer en collision avec la matière ordinaire. L'idée générale est que la matière noire pourrait être constituée de ce qu'on appelle des WIMP. WIMP est un acronyme de Weakly Interacting Massive Particles. Particules massives interagissant faiblement. Elles n'ont jamais été détectées, mais leurs caractéristiques en font un candidat idéal pour la matière noire. Au laboratoire de Soudan, l'équipe Fermilab est allée sous terre, bravant des milliers de chauves-souris, pour essayer de capturer une particule WIMP. L'opération s'appelle CDMS, Cryogenic Dark Matter Search, ou recherche cryogénique de la matière noire. Jusqu'à sa fermeture en 1962, c'était une mine de fer ici. Nous sommes à 800 mètres sous terre. Fermilab a conçu une machine qui, à des températures en dessous de zéro, peut repérer une particule de matière noire qui la traverse. Son détecteur utilise des cristaux de germanium, un métalloïde dense bourré d'atomes. C'est un bloc très pur de germanium. À sa surface, il y a un réseau de minuscules thermomètres capables de détecter une particule qui traverserait ce morceau de germanium de la taille d'un pallet de hockey. En ce moment même, la matière noire ruisselle à travers nous sans rien nous faire. De temps en temps, elle heurte le noyau d'un atome. C'est la signature que nous espérons voir. Pour obtenir un choc de matière noire bien propre, Fermilab devait filtrer le magma qui venait de l'espace. Si nous avions gardé toutes les particules qui passaient par là, cela aurait vraiment été comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Dans cette expérience, Fermilab capte toute la matière qui traverse le détecteur. Mais moins il y aura de saleté dans l'air, plus il sera facile de détecter une particule de matière noire. Comme celle-ci n'entre pas facilement en interaction avec les protons et les électrons ordinaires, on a gelé les palets de germanium à une température en dessous de zéro. Si une particule de matière noire traverse et frappe un noyau, la température du cristal changera très légèrement. C'est cette toute petite modification que nous cherchons et qui signalera le passage d'une particule de matière noire. 16 palets de germanium sont placés dans une salle blanche, une pièce vidée de la quasi-totalité des particules qui l'occupaient. Bien, nous sommes en tenue, nous allons entrer dans la salle d'expérience qui est une salle blanche de classe ISO 7. Nous mettons cette combinaison pour n'apporter aucune poussière qui interférerait dans l'expérience. Allons-y. Nous avons des compteurs à scintillation qui captent toutes les particules d'un rayon cosmique qui arrivent ici sous terre. Et voici un réfrigérateur à dilution qui maintient notre expérience légèrement au-dessus du zéro absolu. Et là, se trouve le germanium et des détecteurs en silicium. Nous attendons simplement qu'un WIMP, une particule de matière noire, descende à cette profondeur et frappe un des cristaux en silicium ou en germanium qui sont à l'intérieur. Depuis bientôt 2 ans, Fermilab s'est installé dans cette mine pour essayer de capturer de la matière noire. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Bien que des milliers de particules traversent la Terre à chaque instant, il y a une chance sur 1 million que de la matière noire entre en contact avec de la matière ordinaire.
Saisir une particule de matière noire en train de frapper un atome de germanium, c'est comme pour un archer tenter de frapper une cible qui s'éloigne à 1 km. Ces voyants verts indiquent que des particules traversent les détecteurs en silicium et en germanium. Il est presque certain qu'on a là toutes les particules de base, mais peut-être aussi un WIMP caché quelque part. Nous ne le saurons qu'après avoir analysé les données. Traquer la matière noire est un travail fastidieux. Chaque jour, l'équipe de Fermilab établit des rapports pour le labo souterrain, analyse les données et perfectionne son niveau de ping-pong en attendant le choc qui attestera de l'existence de la matière noire. Malgré tous ses efforts et sa patience, Fermilab, pas plus qu'un autre labo, n'a encore détecté une particule de matière noire. Malheureusement, nous n'avons vu aucune particule de matière noire jusqu'à présent. Il se pourrait qu'on annonce un jour que des physiciens ont capturé de la matière noire dans une bouteille. Nous avons une hypothèse qui semble expliquer l'univers dans lequel nous vivons. Mais le fait est que nous n'avons pas encore détecté cette particule froide de matière noire. En trouvant de la matière noire, nous aurons la preuve de son existence et également des réponses à de grandes questions. Si nous capturons de la matière noire, nous aurons un aperçu de ce qui s'est produit 11 millièmes de seconde après le Big Bang. En découvrant ce qu'est la matière noire, les scientifiques espèrent comprendre comment l'univers a évolué au tout début de son existence. La matière noire n'est pas seulement un élément mystérieux de l'univers. Elle est fondamentale pour comprendre pourquoi nous sommes là. Sans elle, il aurait été difficile que naissent les galaxies, puis le système solaire, et enfin la vie sur Terre. On ne peut raconter l'histoire de la matière noire et de l'énergie sombre sans retourner en arrière, au début des temps, au moment du Big Bang, quand l'espace n'existait pas. Il n'existe pas de point central sur lequel on pourrait s'appuyer. C'est comme pour le Big Bang. Il n'y a pas un point dans le ciel à partir duquel s'étendent les galaxies. L'espace s'est créé entre le moment où régnait le néant et la violente explosion du Big Bang. Et c'est à partir de là que l'univers a commencé à se développer. Les particules se sont formées lors d'une fusion nucléaire qui a libéré gaz et énergie. La matière ordinaire a réagi avec une autre matière ordinaire. Quand il n'avait qu'une minute, l'univers était en fait un réacteur nucléaire. Et 380 milliers d'années plus tard, des particules ont commencé à s'agréger pour créer le terreau, d'où naîtront ensuite les étoiles et les galaxies. Les éléments les plus importants se sont encore développés et la gravitation a commencé à exercer sa force et à rassembler les objets. Aujourd'hui, les scientifiques ont compris que la matière noire avait été créée au moment du Big Bang. Et elle a joué un rôle essentiel pour que la matière ordinaire s'agrège et forme les étoiles et les planètes. Comme les poutrelles d'acier utilisées sur les chantiers, les particules de matière noire qui se déplacent lentement ont servi d'échafaudage sur lequel la matière ordinaire est venue s'accrocher. Comme elle est froide et peu interactive, nous pensons que la matière noire s'est rassemblée très lentement sous l'effet de la force gravitationnelle et qu'ainsi se sont créés les germes autour desquels la matière ordinaire s'est agglomérée pour former les galaxies. C'est un réseau cosmique, une toile d'araignée où des filaments de matière noire se croisent comme dans un échafaudage. C'est en ce sens que la matière noire constitue la structure, le bâti des galaxies lumineuses et que nous pouvons les voir sans difficulté. Les galaxies sont comme les lumières des sapins de Noël. Elles ne sont pas l'arbre lui-même, mais des éléments visibles de très très loin. En réalité, la galaxie est un grand halo dont la majeure partie nous est invisible. Nous en voyons les petits éléments lumineux que sont les étoiles et les planètes qui se sont rassemblés au centre de ce vaste halo qui est pour l'essentiel de la matière noire. Les scientifiques se sont longtemps demandé pourquoi les galaxies s'étaient formées dans l'espace selon des modèles apparemment aléatoires. On sait aujourd'hui que c'est à cause de la force d'attraction gravitationnelle de la matière noire. L'univers n'est pas uniforme.
Il s'y trouve des vides, des amas, et il semble aussi comprendre des régions entières qui sont comme des bulles. Nous pensons que tout cela est dû à la matière noire. Au cours des dernières années, les astronomes ont encore avancé dans leur théorie et ont élaboré une carte détaillée en 3D de la matière noire dans l'univers grâce au mirage gravitationnel. Einstein a dit que la gravitation affectait tout et qu'elle était également provoquée par tout. Or, un des éléments qui est affecté par la gravité, c'est la lumière elle-même. Quand la lumière traverse la matière noire, elle est déviée, comme elle est déviée quand elle traverse une vitre. La lumière ne fait pas de différence entre la matière ordinaire et la matière noire. Les deux types de matière entravent le passage de la lumière à travers les galaxies. Comme on trace une route sur une carte, les astronomes ont tracé le parcours de milliers de sources lumineuses à travers la matière noire. Ainsi, les scientifiques ont-ils obtenu l'image la plus précise qui soit des lieux où la matière noire se cache dans l'espace. Nous pouvons comparer cette carte de la matière noire avec les emplacements des galaxies. Et nous découvrons alors que la matière noire agit comme un squelette. C'est la colonne vertébrale autour de laquelle s'amasse le matériau visible. En établissant la carte de l'univers, les astronomes peuvent aussi remonter dans le temps et en déduire la quantité de matière créée au moment du Big Bang. Si on connaît la configuration actuelle de l'univers, et quand il ne faisait que la moitié de cette taille et la moitié de cette moitié, on peut en déduire la quantité totale de matière dans l'univers. Cela nous donne une autre possibilité d'établir ce que nous pensons être la quantité globale de matière noire dans l'univers. On estime que la matière noire constitue 23% de l'univers, alors que la matière ordinaire n'en fait que 4%. Il y a nécessairement beaucoup de matière noire quand on voit la force de gravitation qui opère dans ces amas de galaxies. Mais de quoi sont constitués les 73% restants de l'univers? Les spécialistes ont été stupéfaits en découvrant qu'une mystérieuse énergie sombre dominait l'espace et que son énergie répulsive éloignait les galaxies les unes des autres. Ils ont toujours pensé que bien qu'il continue à s'agrandir, l'univers ralentirait son expansion, ou peut-être même s'effondrerait sur lui-même. La gravitation triompherait de la vitesse qui emportait l'univers. Mais en mesurant l'expansion de l'univers depuis ses débuts, les spécialistes ont réalisé que l'univers ne ralentissait pas, mais qu'il accélérait. Et qu'un destin funeste attendait toutes les formes de vie. L'univers se désintégrera et les températures deviendront tellement basses que toute vie intelligente sera gelée et mourra. À partir du moment où le Big Bang a donné naissance à l'univers, l'espace est entré en expansion et n'a jamais cessé, emportant avec lui les galaxies. L'espace entre les galaxies est en expansion, mais pas les galaxies elles-mêmes. La Terre n'est pas en expansion, ni le système solaire. C'est Edwin Hubble qui a découvert le premier, en 1929, que les autres galaxies s'éloignaient de la Voie lactée. Il s'était en effet rendu compte que les galaxies lointaines s'éloignaient plus vite de nous que nos voisines. Il a compris qu'il pouvait évaluer leur vitesse en étudiant leur longueur d'onde à travers un prisme. C'est ce qu'on appelle mesurer le décalage vers le rouge. Et on se sert toujours de cette technique pour évaluer les distances dans l'espace. Il a découvert que plus une galaxie était à une distance importante, plus elle s'éloignait vite de nous et plus son décalage vers le rouge était important. Il y a quelques années, des astronomes ont décidé d'utiliser le décalage vers le rouge pour mesurer l'histoire de l'expansion de l'univers. Mais comment mesurer la globalité de l'expansion de l'univers? Comment remonter jusqu'à 12 milliards d'années en arrière? Nous avons la capacité de remonter dans le temps pour observer directement le passé, tout comme un géologue observe les couches du Grand Canyon et peut remonter dans l'histoire en descendant vers les strates de plus en plus basses. Si vous observez des galaxies de plus en plus éloignées, vous voyez comment étaient les galaxies à des époques plus éloignées dans le temps.